aujourd'hui des batailles de leadership au sein des équipes. Voilà. C'est un problème vraiment, c'est un problème qui mine beaucoup la performance parce que, vous savez, dans les équipes, vous avez le manager. Et le manager n'est pas toujours le leader. Donc, vous pouvez avoir le manager et puis à côté, vous avez des leaders. Et souvent, donc, les leaders qui sont à côté du manager créent des conflits parce que chacun veut tirer la couverture de son côté. Et ça fait donc que parfois, le manager finit même par être invisible au sein de sa propre équipe. Et aujourd'hui, on va essayer de comprendre, déjà d'analyser le phénomène. Comment se fait-il qu'il y ait des batailles de leadership au sein d'une équipe? Quelle est la responsabilité du manager quand cela arrive? Et comment peut-il ramener la sérénité? En d'autres termes, comment le manager peut éteindre ces batailles de leadership? Qu'est-ce qu'il doit faire? Qu'est-ce qui a peut-être pu entraîner cela? Est-ce son comportement? Est-ce qu'il a laissé faire? On va analyser tout ça et puis après on verra comment les équipes peuvent éviter ce genre de situation qui, je le rappelle, sont parfois à l'origine des contre-performances assez redoutables. Vous voyez parfois une équipe qui a travaillé toute l'année dure, mais qui n'arrive pas à faire le résultat, simplement parce que vous avez au sein de l'équipe, vous avez des sous-chefs qui semblent vous dire qu'ils sont les lieutenants du manager et par conséquent filtrent les informations et choisissent ce qu'ils vont, par exemple, dire au manager, ce qu'ils vont choisir de faire public, de rendre public. Et ça peut donc créer beaucoup de problèmes. On verra ça, on verra tout ça au cours des prochaines minutes. Et après, vous en saurez plus et vous pourrez contribuer. OK. Oui, moi, je vais. Ouais, moi, je voudrais savoir d'abord, depuis ma bord, M. Red, comment tester le leadership sur quelqu'un? Parce que quand je disais tout à l'heure, il y a des entreprises que j'ai vues, c'est-à-dire qu'ils sont là, ils sont en groupe, mais ils sont en train de se disputer, c'est moi, c'est moi, c'est moi, c'est moi. Comment tester le leadership? Comment savoir que voilà un leader? Tester le leadership de quelqu'un. Lorsqu'on parle des batailles de leadership, en fait, on fait allusion clairement à... Je vais décrire une situation. Dans une équipe lambda, vous avez Pierre, qui est le manager de l'équipe. Il a peut-être une équipe de 20-30 personnes. C'est même beaucoup. Alors, Et voilà. Et vous avez par exemple, Alex, et vous avez Claudia, qui sont des N-1, donc qui sont les subordonnés directs du manager. Et chacun veut faire prévaloir ses compétences en tant qu'adjoint du manager. Et le manager, parfois, est quelqu'un d'effacé, donc qui ne communique pas beaucoup, et dont ses lieutenants auront tendance à communiquer à sa place, à prendre parfois des décisions à sa place et à lui rendre compte. Vous aurez donc maintenant, d'un côté, un leader qui veut faire savoir qu'en fait, c'est lui que le boss écoute le plus. Et l'autre côté, vous aurez l'autre leader qui va dire le contraire. Et maintenant, l'équipe va donc se diviser. C'est-à-dire, vous aurez les suiveurs de l'un et les suiveurs de l'autre. Et le manager sera là. Il aura l'impression d'être le manager de l'équipe, mais sans être le leader. Parce qu'en fait, ce n'est pas lui qui décide. Ce n'est pas lui qui donne les orientations. Parce que ces lieutenants-là, parfois, vont souvent jusqu'à le contredire. Et donc, vous assistez donc maintenant à une situation vraiment terrible où le manager n'arrive plus à contrôler son équipe parce que vous avez deux camps qui s'opposent. Voilà. Et parfois même c'est trois camps, parfois trois camps. Et dans cette violente opposition-là, c'est l'équipe qui en souffre et le manager en souffre gravement. Parce que pour que cela arrive, il faudrait que le manager soit effacé. Voilà.
Il faudrait que le manager n'ait pas manque de charisme. Parce qu'un manager qui manque de charisme va justement permettre à ses lieutenants de prendre les devants. Vous avez des managers, par exemple, lorsqu'il y a une crise, il est incapable de parler, il est incapable de réunir son équipe afin de les informer de la crise. C'est plutôt parfois l'un de ses lieutenants qui aura le courage de convoquer une réunion et après de dire, boss, informez-nous de ce qui se passe. Voilà. Vous voyez? Donc le manager est effacé, et parce qu'il est effacé, il permet à d'autres personnes de... Vous savez que la nature a horreur du vide. Du vide. Exactement. Il permet donc à d'autres personnes de prendre la place qu'ils devraient prendre. Et donc maintenant, ces leaders-là n'ont pas une position administrative au sein de l'équipe, mais sont des leaders informels. Parce que les collaborateurs les écoutent, les collaborateurs les suivent. Et on les suit tellement qu'à un moment donné, ils peuvent devenir très dangereux. Parce qu'ils peuvent s'opposer de manière ouverte à des décisions prises par le manager et on va les écouter. Parce que le manager a fait preuve d'effacement et parce qu'il est effacé, il a laissé la place à quelqu'un ou bien à d'autres personnes qui ont pris les devants. Voilà un cas de figure assez classique. Et les entreprises en souffrent parce que vous avez parfois des personnes qui sont vos lieutenants, mais qui ont une grosse personnalité. Donc une capacité, par exemple, de nuisance. Ou alors, ils ont tellement de charisme que si vous acceptez de vous effacer, alors ils deviennent les vrais leaders de l'équipe. Bien que vous soyez là, et bien que vous continuiez à garder votre titre de manager, mais en fait, ce sont eux les vrais leaders. Et ça peut être tellement pernicieux qu'à un moment donné, vous vous sentirez, par exemple, obligé parfois d'avoir leur adhésion à un projet afin que l'équipe puisse vous suivre. Et lorsqu'ils se rebellent contre vous, l'équipe les suit et vous êtes en minorité. Et donc, voilà là où ça peut aboutir. C'est très dangereux. Donc, c'est pourquoi il faut éviter qu'on ait ce genre de problème, qu'il faut éviter ces batailles-là. Et souvent aussi, on a cette bataille-là à la tête de grandes entreprises. Quand, par exemple, on se rend compte que, par exemple, le PDG ou le DG a déjà un certain âge et puis ne peut plus tenir le bâton de commandement. Vous allez voir que des lieutenants vont prendre les devants et vont devenir tellement influents qu'à un moment donné, vous aurez l'impression que ce sont eux les DG, alors qu'il n'en est rien. Voilà. C'est un phénomène très dangereux, très pernicieux, qu'il faut absolument éviter. Et pour l'éviter, il y a des comportements qu'il faut avoir, il y a des mesures à prendre pour pouvoir éviter cela, et on verra cela dans le développement de l'émission. Okay. Francis, I have two questions Yes. I want to ask. The first question I want to ask is, how do you survive a leader or an environment that can get so dysfunctional or negative? And now the second question I want to ask is, how do you work in a company where fear or self-esteem can run amok? Well, there are two ways to answer this question. Okay. First of all, from the management perspective, if you're a manager or if you're just a mere employee. If you're a manager, it's your role to call the attention of top management on some of the dysfunctions. For example, if the team doesn't have rules, it's your role as a manager to call the attention of top management to give you the necessary authority for you to build rules for the team. Because you may be part of a team and being the head of the team, but if the top management does not give you the go-ahead, there are things you won't be able to do. And as a result, people might find you incompetent or people might find you laxous. But it's just because top management did not give you the necessary authority. Now, if the top management persists on not giving you the necessary authority and the tools, then it's your place now either to stay or to step down. Now, from the employee perspective, the employee is supposed to respect his manager, his or her manager.
The employee is supposed to follow rules. But when there are no rules, what happens? People do things the way they want. the way they want. So it comes down to rules. It comes down to the corporate rules. It comes down to the way the company has been organized. Companies organize themselves in different ways. There are companies where everything about behavior is written down. There are companies where there are no rules written down, but the rules are implied. When you join the company, no one tells you how things work, but from your observation, you begin to understand how things work. But in some other companies, everything is formally laid down, so it depends. Whether the company has a strong corporate culture or not, whether the company suggests some behaviors to have. Now, if you work in a company where everything is just in chaos, there are no rules, you don't know what to do, it's your place to choose whether to stay in this environment or not. Because companies where there are no rules are a highly toxic environment. Because you don't know on what basis people become manager, you don't know on what basis people are appointed, you don't know on what basis people negotiate their salaries. So it's very toxic, and if you want to stay in good health, then choose where to work. So a dysfunctional environment, if as a manager, if you cannot address the issue, then you have to step down. So it's very important. The leadership of each company should guarantee the minimum to employees. Okay. The minimum means respect of rules, goal setting, That's it. and regular compensation. That's Okay. it. Those are the basic things that every leadership in a company should guarantee. But when all these things start to be problematic, then it means you're no longer in a safe corporate environment. And I like to tell people, instead of you getting stressed, instead of you jeopardizing your health by staying in a place where you're not welcome, where you cannot think 2-3 years from now, it's better to go, to leave. Nobody is obliged to be a slave in modern days. That's it. That's true. Don't allow a corporate environment to enslave you. Don't allow people to upset you. Don't allow a company environment to become a prison to you. You don't deserve it. So it's very important when you're applying for a job, when you get the job, make sure you investigate to find out whether your new corporate environment is healthy or not. Voilà. Okay. Make sure. Another question I want to ask is the theme, based on the theme, how to tackle leadership battles that drain your team, right? Yes. Now what about how can you deal with a team or team members undermine your leadership? First of all, are you a real leader? Are you playing your role as a leader? Because before people start undermining, human beings are very, very wise people, and they're very manipulative. People will always undermine your authority when you don't show enough leadership. When you're absent, when you don't communicate, of course, people will step up to communicate in your place. Just look in a company where the manager is absent. What happens? People just step up, take the place of the manager. People just start making decisions. So you should first ask yourself, am I being a leader? Am I exercising my leadership? Because if you don't exercise your leadership, somebody within the team will do it in your place.
Just look at a team. In a team, you always have somebody who's like the motivator. People will go to the person naturally, you know, to discuss some of the problems, to discuss some of the personal issues. That person, if that person is the manager, good and fine. Then the person will still maintain his leadership position. But if that person is not the manager, then you will see that people will easily develop respect for that person, more respect for that person than for the actual manager. Why? Because the person is a listener. The person has sympathy. The person has empathy for people, and that's what the manager lacks. And that's why the manager will always be the manager, but not the leader. Voilà. So before complaining that your leadership is being undermined, ask yourself the question, are you exercising your leadership? Vas-y. Voilà, je voulais revenir justement sur ce leadership-là aujourd'hui. C'est-à-dire, si on parle, comment, si on est face justement à ces batailles, comment donc faire pour stimuler justement l'équipe quand on est face à ces batailles-là? Il faut d'abord que le manager de l'équipe ou le superviseur devienne à la fois le manager et le leader. Lorsque un manager se cantonne à n'être que le manager, ça veut dire il y a un vide. Il n'assume pas son leadership. Et parce qu'il n'assume pas son leadership, quelqu'un d'autre ou d'autres personnes le feront à sa place. Donc, il doit d'abord assumer son leadership. Assumer le leadership, c'est quoi? Assumer le leadership, c'est d'abord s'interroger sur le bien-être de ses collaborateurs. Voilà. C'est s'assurer que les collaborateurs connaissent la vision de l'équipe. Ils ont bien compris. C'est pouvoir motiver ses collaborateurs. Maintenant, si vous, le manager, vous vous limitez à donner des ordres, et que dans votre équipe, qui est des gens qui motivent les collaborateurs, qui est des gens qui ont une oreille attentive lorsque les managers ont des problèmes, forcément, ceux-là deviendront les leaders de l'équipe et vous allez vous limiter à être juste le manager, donc le donneur d'ordre. Et vous n'aurez aucun pouvoir par rapport à votre équipe. Voilà. Donc, il faut d'abord se demander, au-delà d'être le manager de mon équipe, suis-je le leader? Exact. Alors, si la réponse est non, on doit donc se demander, comment puis-je donc devenir à la fois le manager et le leader en même temps. En même temps. Et toutes les fois où vous avez des batailles de leadership, c'est parce que le manager n'arrive pas à assumer sa position de leader. Ça veut dire qu'il a laissé un vide. Et comme la nature aurait du vide, des collaborateurs qui se sentent le cran vont monter en puissance et vont devenir les leaders. Maintenant, comme il peut y avoir plusieurs leaders dans une équipe, finalement par avoir une bataille parce que chaque leader voudra tirer la couverture de son côté et comme ça ils vont commencer à manipuler les collaborateurs. Donc c'est une situation qui arrive lorsque le manager ne s'affirme pas comme leader. Et donc c'est quoi donc la faiblesse de ce leader, du leader? Alors, ce genre de managers, c'est des managers déjà ils sont effacés. Ils se contentent de faire le travail administratif, c'est-à-dire fixer les objectifs et puis sanctionner. Sanctionner. C'est des managers qui ne motivent pas. C'est des managers qui ne se rassurent pas que la vision est suivie. C'est des managers qui n'arrivent pas à réunir les équipes pour pouvoir faire, par exemple, le point sur l'investissement émotionnel qu'il faut, par exemple, mettre pour réussir dans un projet. Parce que quand il y a, par exemple, un projet, comme manager, on peut accompagner son équipe, c'est-à-dire vers l'accomplissement du projet. Mais le leader va se rassurer. Est-ce que mon équipe a les moyens psychologiques et les moyens matériels dont elle a besoin? Est-ce que les membres de mon équipe sont dans leur état optimal pour pouvoir délivrer? Est-ce que les gars sont suffisamment motivés?
Ou alors, quels sont les problèmes qui peuvent survenir lors du projet? Et comment est-ce que moi, je peux débloquer la situation quand ces problèmes-là se présentent? Vous voyez, ça c'est un travail qui va vous paraître négligeable. Mais en fait, à la fin, lorsqu'on a le résultat, vous vous rendez compte qu'en fait, très souvent, ce sont ces à-côté-là qui ont permis à l'équipe de pouvoir atteindre l'objectif. Or, le manager va se limiter au plan administratif. Il va vous dire, je vous donne 15 jours pour me livrer les résultats. Mais entre-temps, comment les choses se passent véritablement? Entre-temps, est-ce que les gars sont toujours motivés? Entre-temps, est-ce que les gars ont leur salaire à temps? Est-ce que les gars, par exemple, quand ils ont des problèmes, est-ce qu'on arrive à les résoudre? Est-ce qu'il y en a parmi eux qui ont des problèmes personnels qui peuvent les empêcher de travailler normalement? Et si pour ces problèmes-là, est-ce que vous allez trouver des solutions? Donc voilà, le leader rentre dans le mental de l'employé. Il entre dans le mental de l'employé pour comprendre ce qui se passe et comment l'aider à devenir le meilleur. Un leader, c'est une sorte de psychologue alors. Voilà, c'est ça le leader. Alors que le manager va se limiter à, écoutez, nous avons 15 jours pour faire ce travail, point. Et si vous ne le faites pas ce travail comme je vous le demande, je vous sanctionne. Ça, c'est le manager. Donc, un manager qui se limite à faire que du management aura forcément des problèmes de leadership parce que vous aurez des gens au sein de l'équipe qui vont devenir des vrais leaders, qui vont devenir par exemple des motivateurs, qui vont par exemple avoir une oreille attentive. Il y a des gens, vous arrivez dans une équipe, on vous dit, voilà le manager, mais voici le vrai manager. Vous voyez, ça semble être contradictoire quand on vous dit ça, mais quand vous écoutez très bien, ça veut dire en fait que ça, c'est le manager qu'on a nommé, que la hiérarchie a nommé, mais voici le leader. Quand il y a un problème, c'est vers lui qu'on va. Voilà. Quand il y a par exemple, il y a des menaces de grève, en fait, c'est les leaders qui prennent la parole. Et c'est à eux qu'on fait confiance, c'est pas au manager. Donc parfois, vous voyez, une entreprise se divise en deux. Vous avez le top management à gauche, vous avez les employés à droite. Et maintenant, vous aurez par exemple un employé qui va se lever et qui va dire « Je suis le porte-parole de mes collaborateurs. » Voilà. Parce qu'il a ce leadership-là, parce qu'il a la capacité d'écoute, parce qu'il comprend les problèmes de ses collègues et il peut les porter maintenant chez les grands chefs. Chez les grands chefs. Est-ce à dire alors, ce que vous expliquez clair, monsieur, est-ce à dire alors qu'un bon leader, c'est un don? C'est-à-dire que est-ce que c'est un don? Parce que la façon dont vous expliquez, on comprend que être leader, c'est pas seulement le gros diplôme, le gros poste. Justement, parlons-en. Un leader, c'est pas un diplômé. Voilà. Un leader, c'est pas un intellectuel. Ça n'a rien à voir. Ça, j'aimerais bien faire la précision. Ça n'a rien à voir. Un leader, c'est quelqu'un qui a des compétences et des capacités humaines à faire des choses. Et justement, les managers, parfois, se disent que, comme ils sont diplômés, ils sont aussi des leaders. Non. Quand vous ne veillez pas au bien-être de votre équipe, vous n'êtes pas un leader, vous êtes juste un manager. Lorsque vous ne comprenez pas les émotions de vos collaborateurs, vous n'êtes pas un leader, vous êtes juste un manager. Vous faites juste un travail administratif. Vous prenez un dossier d'un point A, vous l'amenez vers le point B, tout simplement. Mais le leader va se rassurer de ce que celui qui transporte ce dossier-là du point A vers le point B a eu son salaire. Il est de bonne humeur, il est motivé. Et il sait pourquoi il transporte le dossier d'un point A vers un point B. Mais le manager ne vous dira pas pourquoi transporter le document d'un point A pour un point B. Il va juste vous demander de transporter le document du point A vers le point B. Pourquoi? Parce qu'il aura compris. Parce que lui-même, il a été formaté ainsi. Ok. Et donc, comme les équipes fonctionnent avec des êtres humains, qui ont parfois une intelligence émotionnelle assez élevée. Et donc forcément, lorsqu'un manager n'assume pas son leadership, il y aura quelqu'un ou des personnes qui vont sortir du lot et qui vont devenir des leaders. C'est clair.
Francis, I know that sometimes you might join, or maybe you can be caught up to lead a team that is already full of negativity, and you'll be advised maybe not to spread positivity, but rather try to, get yourself is it used to what is happening in the company or your team before you can see how you can bring in some amelioration and the rest. Now the question I want to ask is, how can you battle leadership burnout? First of all, when you're appointed manager of a team, nobody should restrict your involvement with the team. If the team is negative, it's but normal for you to start by addressing the causes or the symptoms of that negativity at the very beginning. Okay. You cannot manage a negative team. You are not negative and you succeed. No, you can't. You need to address the level of negativity, first of all. Because sometimes negativity in a team comes about as a result of poor management. Right? As a result of poor management. So you cannot take over from a team without you addressing the level of negativity. Maybe the team became very negative as a result of a lot of frustrations. So how do you lead a team with people who are frustrated? Okay. First of all, you have to address issues. What is making my people so frustrated? What's the cause of frustration? After addressing that, then you watch. After addressing that, is the level of negativity dropping? If it's dropping, then it means that you are being successful. It means that you lay your hand on the problem. Now, after that, you now check, what are the aspirations of my team? Because a team without aspiration will definitely become negative. Because when you don't know what you are doing, when you don't know what to aspire to, you become negative. Because routine makes you become negative. Yeah. So when you ask the team, what are you guys aspiring to? And how can I help you achieve your aspirations? Now, these are the goals of the company. How can you achieve those goals? How can I help you achieve those goals? Now, the moment they tell you how you can help them, you discover that you are going to unblock a lot of bottlenecks. And when work becomes fluid, people achieve objectives. Performance comes back. And when there's performance, everybody is happy. So you cannot take over from a team without you addressing the issues that are responsible for the negative environment. You can't. Okay. Voilà. On va retrouver, on est allé rencontrer l'homme de la rue comme d'habitude. Comme d'habitude, nous l'avons rencontré du côté de Yaoundé. C'est avec la caméra guidée de Thierry On du côté de Yaoundé. Au montage, Dieudonné Niassa. À toutes. Eh bien, la solution serait simplement celle, n'est-ce pas, de réunir, n'est-ce pas, le personnel, vos collaborateurs, et leur tenir un discours franc qui vise, n'est-ce pas, à leur rappeler, n'est-ce pas, les objectifs, n'est-ce pas, de l'entreprise, la feuille de route qui a été déroulée à l'entreprise, et les orienter vers ces objectifs-là, leur rappeler que l'essentiel, n'est-ce pas, c'est de contribuer, n'est-ce pas, à la bonne marche de l'entreprise, plutôt que, n'est-ce pas, d'évoluer de manière, du moins en solitaire, pour taper à l'œil, n'est-ce pas, du patron, loin s'en faut. L'idée, n'est-ce pas, c'est d'aller tous dans la même direction, afin, n'est-ce pas, d'atteindre les objectifs, n'est-ce pas, fixés. Je crois que c'est ça l'essentiel. Et il faut de temps en temps, n'est-ce pas, rappeler, donc, n'est-ce pas, c'est ramener ces collaborateurs-là à la raison, leur rappeler toujours le droit chemin qui est passé par le patron de la structure pour que les dérives, n'est-ce pas, les éventuelles dérives, n'est-ce pas, ne surviennent. Non, ça peut se faire que d'abord par le dialogue. La première des choses, c'est de réunir les partis et les discuter avec eux et d'essayer de faire comprendre à chacun quel est son rôle, quel est ce qu'il peut apporter à la société.
hein, en lui montrant quels sont ses avantages, surtout en faisant taire ses inconvénients, parce que les inconvénients, ça révèle surtout beaucoup de gens. Toujours on le fait comprendre que non, là où il est, il a beaucoup plus à gagner en travaillant en collaboration avec les autres et en lui montrant cela. Ici, là, même respecter, c'est très difficile, surtout nous qui faisons dans un peu, bon, je vais dire de façon un peu anarchique, qui travaillons de cette façon. Ça devient encore plus difficile. Mais il faut juste faire comprendre à chacun qu'on est sorti du matin pour chercher son pain, pour pouvoir gagner, comment nourrir sa famille. Et à ce moment, peut-être, il peut revenir à de meilleurs sentiments et ça nous permet d'avancer ensemble. Normalement, tu appelles tout le monde, tu essaies d'arranger ça à la famille, à l'amiable, pour que tout le monde soit d'accord. C'est ça. Bon, dans une équipe où il y a un conflit de leadership, voici comment moi je vais procéder. Je fais appel aux deux parties et puis on trouve un entendement et une réconciliation pour les deux personnes. Moi, personnellement, pour résoudre un problème dans une équipe où il y a un problème de leadership, en fait, je pense que l'idéal serait d'abord, dans un premier temps, de recueillir les avis de toutes les personnes qui posent ce problème de leadership, d'aller réunir, essayer de prendre les résolutions en fait, de tout un chacun, et puis sur la base de tout ce qui crée ce problème-là et de connaître comment est-ce que chacun aimerait sortir de là, ou bien connaître les avis de tout un chacun, je me dis que l'idéal serait de partir sur la base de recueillir toutes les informations et puis les traiter tous ensemble avec toute l'équipe qui a ce souci-là. Pour ma part, je pense que la première des choses à faire, c'est d'abord essayer de rassembler tout le monde, essayer d'avoir une conversation pour voir quel est le véritable problème. Après maintenant, si c'est un problème de, comment vous avez dit, s'il y a un problème de manque de respect, c'est-à-dire on ne respecte pas l'autorité. J'essaye moi peut-être en tant que chef, j'essaye de mettre chacun à sa place. Genre toi, tu es à tel niveau et l'autre, voilà son rôle. En fait, de donner le rôle de tout le monde, de façon à ce que chacun puisse connaître exactement ce pourquoi il est là. Et moi, je pense qu'à ce niveau-là, il n'y aura plus. Si c'est simplement une affaire de leadership au travail, je pense que si on s'assoit, on dialogue et j'essaye d'établir, comme je l'ai dit, je pense que le problème sera réglé. Il n'y a pas de raison que ça continue comme ça, là, sauf s'il y a autre chose. Voilà. Francis. Oui, la plupart d'entre eux ont compris le thème sous un autre angle que j'aimerais rapidement aborder. Là, il parle de certains managers qui laissent faire. C'est-à-dire que certains managers sont tellement manipulateurs qu'ils sont même à l'origine de ces conflits de leadership-là. C'est-à-dire qu'ils sont conscients que leurs lieutenants ou les uns moins un sont en train de se faire la guerre. Et ils vont plutôt encourager, parce que comme on dit, pour mieux régner, pourquoi on dit quoi? Il faut diviser pour mieux régner. Pour mieux régner. Mais sauf que ça sont des managers qui n'ont pas une vision stratégique. Parce que tout conflit de leadership, toute bataille de leadership au sein d'une équipe va forcément, inévitablement, avoir des conséquences directes sur la performance et sur le climat social de l'équipe. Donc, il ne faudrait pas qu'un manager pense qu'il peut se servir des batailles de leadership entre ses lieutenants pour mieux régner. Déjà, nous ne sommes pas sur un champ politique. Nous sommes en entreprise. Exact. Où il y a des objectifs à atteindre, où il y a une performance qui est attendue. Alors, donc, tout ce qu'on fait, du premier jour de la semaine au dernier jour de la semaine, c'est pour pouvoir atteindre ces objectifs-là. Et donc, le manager doit se prononcer. Le manager doit fixer les règles de jeu. Et pour les fixer, il doit jouer son rôle. Il doit jouer sa double casquette. Il doit à la fois jouer son rôle de leader et son rôle de manager. Il ne doit pas se limiter à donner juste des instructions, mais il doit veiller
au niveau de motivation et au bien-être de ses collaborateurs. C'est clair. Francis, you answered my question before the Vox Pop. Now I want to ask that. I was asking you off camera. Now what about, because now we're talking about a leader and not a manager. Yes. And a leader is answerable to a manager or maybe a director or whoever. And now you're leading a team where there's a lot of negativity in this team, and you said the first thing you need to do, you need to see how you can resolve the negativity, Yes. you know, bring the, you know, ask them questions, what could really be the problem. Yes. But now the problem I have is the fact that this leader is just there to lead the team. Like, I'm getting complaints or the different plight of my own team members, and I have to report to the headquarters. What if you, as a leader, you get stuck up whereby you lay down your complaint, but those at the top have decided to just sit quiet and not even do anything to resolve the complaint your own team members are giving? Then you should just surrender. Just surrender. On a compris ça depuis très You will not jeopardize your health, jeopardize your life vite. for nothing. Il n'y a pas un adage qui dit qu'il faut pas être plus royaliste que le roi. Yeah, we say it in French. So you have to, the leader just needs to surrender. You Yeah. Surrender in the sense that the leader just needs to leave or change. I don't understand. Yes, yes. Okay. There are battles that you can fight. You can fight. Yes. Okay, another question, they say they can, if there is a battle, a leadership battle, definitely means there is a poor management or poor Management, yes, leadership. yes. Now, how do we deal with poor leadership? First of all, when you appoint managers in a position, make them understand that they have a dual role to play. That they are at the same time managers and leaders, and they should work as such. Let them not work just as managers or just as leaders. They need to work. For example, when it comes to conversations with staff at the end of maybe the week or at the end of the month, you need to use a high level of empathy. Now, this is part of your leadership skills, for you to develop your level of empathy, for you to develop your emotional intelligence. But if you don't do that, then you will just be the manager. So first of all, are managers aware that they are at the same time managers and leaders? Are they aware of it? First question. Yeah. Secondly, how does the company reinforce this notion of leadership and management so that managers are aware of it? Because here we're talking about something that a lot of companies are not even aware of. I go out, I train a lot, I do consultancy for a lot of companies, and most often you are shocked to realize that a lot of these managers out there don't even know that they are playing dual role, that they are at the same time managers and leaders. Most of them just believe that they are managers, and they don't see the leadership role that they're supposed to play. And some would even use both words, interchangeably. They say, I'm a manager, I'm a leader, I'm a manager, but they don't even know what it means. So people should be aware that they are managers and leaders, and that as a leader, this is what I do. As a manager, this is what I do. And the fact of me being the head of my team doesn't mean that I'm necessarily the leader. No. The manager is not necessarily the leader, but a leader is very likely to also be a manager. So people should understand that, and that's why it's important to train managers, to train employees. But sometimes we're shocked because us consultants and coaches, we're shocked because companies expect people to behave in a rational way, as leaders, without training them. So how do you expect people to know what to do when you don't tell them, when you don't train them? So it's important to train managers, it's important to train leaders, for them to understand what is expected of them and how they can improve this role day
after day. Moi, je voulais revenir sur l'affaire de gérer c'est-à-dire diviser pour mieux régner. Parce qu'aujourd'hui, tu retrouves des managers qui ont des équipes qui font genre justement pour diviser pour mieux régner. C'est-à-dire on te colle quelqu'un, c'est juste pour que vous soyez toujours en conflit. Et si tu n'es pas très intelligent, tu risques de tomber dans le panneau. Quand tu es face donc à cela, quand tu es face à ces gens, c'est une sorte de piège qu'on vient mettre autour de toi. Comment est-ce qu'on devrait réagir en tant que manager et leader de la team? Dans une entreprise normale, chaque manager a une feuille de route. C'est-à-dire qu'il y a des objectifs qui sont fixés, il y a des objectifs sur lesquels il est attendu. Maintenant, une fois que cela est dit, lui aussi le manager doit doter ses collaborateurs de feuilles de route. Ça veut dire que ce n'est pas de la navigation à vue. Chacun sait pourquoi il est là et ce qu'on attend de lui, bien ce qu'on attend d'elle. Donc, lorsqu'on vous colle quelqu'un, est-ce que la personne fait son travail? Est-ce que le travail de la personne se confond au vôtre? Donc, il faut être froid à ce niveau-là. Alors, si vous avez l'impression que votre travail se confond avec celui de votre collaborateur, alors demandez des éclaircies. Exactement. Demandez qu'on vous renseigne à suffisance sur le rôle qu'on attend de vous. Parce que ça sert à quoi de vous nommer à un poste de manager alors qu'on vous colle un lieutenant qui joue le même rôle que vous? Exact. Alors, il y aura un conflit, il y aura un problème. Exactement. Voilà, donc il est important, et c'est pourquoi, parfois, avant de commencer un travail, il faut d'abord clarifier. Quand ce n'est pas clair, on va forcément avoir des problèmes. Un manager doit avoir une feuille de route sur laquelle on l'attend, sur laquelle il sera évalué. Maintenant, les collaborateurs du manager doivent aussi avoir des missions assez précises. Maintenant, si vous avez l'impression à un moment donné que vos missions et celles d'un collaborateur se confondent, alors interpellez votre hiérarchie à vous et demandez-leur de clarifier la situation. Justement. J'ai l'impression que mon collaborateur et moi faisons le même travail. Ce qui n'est pas normal. On va toujours se marcher sur les plates-bandes. Et ce n'est pas normal parce qu'à un moment donné, ça va engager les émotions, ça va entraîner des tensions inutiles qui vont tirer l'équipe vers le bas. Exact. Et suite à la question de Mergas même, comment même analyser une situation de conflit? Parce qu'il peut y avoir des collaborateurs qui font une lutte en sourdine. Il y a un conflit en sourdine, mais le manager n'est pas au courant. Ça finit toujours par se connaître. Un manager doit être présent au sein de son équipe. Un manager doit communiquer avec son équipe. Et quand un manager communique avec son équipe, il va rapidement déceler des conflits. Vous aurez parfois la rétention d'informations, c'est-à-dire vous confiez un travail, au moment où on fait le feedback, on vous dit que telle personne n'a pas communiqué son travail. Vous comprenez? Parce qu'une équipe qui s'entend bien, Mireille peut venir avec les résultats de Calvino et vice-versa. Mais si Mireille décide de me donner ses résultats et me dit, chef, il vous revient d'interpeller Calvino. Vous voyez, quand elle me demande de vous interpeller, je comprends qu'il y a un problème. Donc, au quotidien, vous avez des petits signes qui ne trompent pas, qui sont annonciateurs ou bien qui sont révélateurs de ce que le climat social de l'entreprise n'est pas au beau fixe. Yes, I wanted to ask a question before Mireille asks a question. Yes. I know that in the company we have different departments and it's being headed by, at least they'll trust people to head each of those departments. And now in that same company there can be a manager, that's it, right? And the manager reports a manager and there's a general manager. Yes. Is it okay for maybe one of the a leader of one of those departments to report directly to the general manager or the manager? Okay. Okay.
Good question. Now, it depends on companies. Okay. There are companies where you have what we call head of department, HOD. Yeah, head of department. And head of department has under them some like deputies. Okay. Now, in some companies, the deputy of an HOD is allowed to report to the MD, the managing director, Okay. on some issues. That's it. Right? On some issues. Okay. Not on all issues. On all issues. On some issues. Now, in some other companies, there's no way. On some other companies, the deputy reports to the HOD, and the HOD is the only person allowed within that team to report to the managing director. So it depends on companies. On companies, okay. Yes. Ok, voilà. À terme, comme vous avez dit, c'est très bien de dire ça dépend des compagnies parce que parfois, les procédures qui sont souvent mises en place dans une entreprise ne sont pas souvent respectées. C'est pour cette raison qu'on se retrouve dans un désordre dans une entreprise. Si on respecte les procédures, si vous savez que vous avez un leader ou un manager, vous ne devez pas sauter votre manager, les choses iront mieux. Même si parfois vous ne pouvez pas avoir la réponse, c'est-à-dire ce ne sera pas toujours comme on veut, parce que la même chose quand on va vers le directeur général, on va poser son problème, on n'a toujours pas la réponse qu'on nous on attend, mais on fait avec ce qu'il t'a dit. Mais si on respecte les procédures, les choses iront très bien. C'est ça, c'est ça. Merci beaucoup Francis. La semaine prochaine, ce ne sera plus les batailles. Non. On sort des batailles. On sort des batailles parce que les batailles, ça épuise vraiment. Oh, c'est épuisant. C'est épuisant, ça prend les énergies, les ondes et tout ça. Et puis, donc, et on perd, même de par même son physique, on perd beaucoup. Et l'entreprise en souffre. Oui, l'équipe en souffre. L'équipe en souffre. Vous savez, on passe la plus grande partie de la journée en entreprise avec les collaborateurs. Et s'il faut que ce soit encore infernal, vraiment, ça devient difficile à gérer. Voilà. Difficile à gérer. En tout cas, ce fut bien. Voilà. Ce fut bien. Oui. Cathy. Ouais. Attends, je vais t'expliquer après. Ouais. Ce fut bien. Was good. Ah, it was good. Oui, ce fut bien. Merci d'avoir été des nôtres. Il fallait même dire c'était bien. Mais vous le mot, voilà. C'est passé simple. C'est passé simple. Le mot, jeudi, nous aurons monsieur, on aura. Rappelez-moi mes aides-mémoire. Révérend Messina demain. Voilà, nous aurons Révérend Messina demain à partir de 11h. Bien sûr, on va retrouver finalement Mr. Léo demain en première partie avec Doris Tchachoua. Est-ce que c'est que demain c'est jeudi spirituel? Oui, ils vont venir seulement. Ils n'ont pas. C'est l'Institut français, c'est les partenaires. On n'a pas le choix. Tonton Calvino? Mais grâce. Oui. Tu connais? On se voit. Francis? Merci, monsieur Francis. Merci. À demain, Inch'Allah, Dieu vous bénisse. On se voit à Carrefour Anatole. Hein?